Messieurs et dames, bonjour, bienvenue dans votre émission au cœur de la société, votre émission qui essaie encore de vous relater l'histoire et parler encore de l'actualité ici chez nous en République démocratique du Congo et surtout ce qui concerne directement la population congolaise. Aujourd'hui, on va essayer de parler de la question de l'insécurité dans l'est de la RDC, en dépit d'état de siège décrété par le président de la République, mais il y a toujours la continuité de l'insécurité. Pas plus tard qu'avant-hier, on a encore massacré et calciné la population dans la province de l'Ituri, mais aussi à Beni et de partout, mais aussi on va parler sur la question de la CENI, la composition de la CENI qui cause problème. Il y a toujours des tractations également, il y a des agitations politiques liées à la composition de la CENI. Après la MOUCA, c'était le tour du Front commun pour le Congo de refuser de donner les noms de leurs représentants. Mais aussi on va parler de la loi sur la nationalité, appelée abusivement ici chez nous la loi sur la congolité, mais aussi la loi sur la dot. Là on est en train de donner le prix de la dot de 500 pour la ville et 100 dans le territoire. Aujourd'hui, on reçoit pour vous honorable Safari Ayubangira. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans votre mission, c'est votre mission. On va également parler de vous. Comment est-vous d'abord votre circonscription électorale? Bon, nous sommes, vous savez que nous sommes sous l'état de siège, à Massissi au nord Kivu. Et c'est la situation qui continue. Comme je vous avais dit la dernière fois qu'on s'était vu, l'activisme des groupes armés qui continue et aussi toujours le problème de sécurité. Okay. Donc nous attendons que le président Félix Tshisekedi puisse réaliser cette promesse de paix, de sécurisation. Parlons-en de la question de l'Est. Avec l'insécurité qui continue toujours à battre son plein, malgré tout ce qu'on a eu à faire dans ce pays. Kabila, Tshisekedi d'aujourd'hui, puisque vous étiez également avec Joseph Kabila, vous étiez toujours député. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'il faut pour mettre la paix? Puisqu'on croyait qu'il faut état de siège, mais nous en sommes des mois presque, d'ailleurs 3 mois bientôt, mais toujours les tueries. C'est quoi le problème? Je pense qu'il y a des. C'est quoi également des pistes de solutions? Il y a d'abord, il faut y différencier. Il y a plusieurs sources d'insécurité. Il y a d'abord les groupes armés locaux, okay. Tous ces grands groupes de Maïmaï, des différents coins. Il y a aussi des groupes armés étrangers, les ADF et les FDLR. Aussi, selon les territoires, vous allez voir qu'au niveau des Beni, ils s'opèrent des massacres. Des massacres à Beni et maintenant aussi dans le territoire de Irumu en Ituri, dont les auteurs principaux sont les ADF, un groupe armé ougandais qui malheureusement n'a jamais tué un seul Ougandais et ne fait que tuer que des Congolais. Mais nous avons aussi maintenant aussi des groupes armés locaux, un tas de groupes armés locaux, il y a Maïmaï, que ce soit à Beni, que ce soit à Lubero et ailleurs. Mais au niveau de la partie sud de la province du Nord Kivu, pour les territoires de Rutshuru, Massissi et Walikale, les groupes armés que nous avons étrangers, ce sont les FDLR qui sont toujours au niveau dans le parc de Virunga. Mais dans toute la région là, il y a aussi des groupes armés locaux. Il y a des Maïma, il y a ce qu'on appelle les Nyatura, il y a les APCLS, il y a les Raya Mutomboki. Donc cela c'est aussi une source d'insécurité. Et l'état de siège, c'est quelque chose que nous avions eu à demander. Nous-mêmes, on l'avait demandé depuis 2019 et nous avions écrit, nous avons fait un communiqué officiel en 2020
Donc c'est quelque chose que nous avions demandé, mais nous avions demandé à l'époque, c'était un état d'urgence, bien sûr, mais qui était centralisé sur la zone de Béni. Parce qu'à l'époque, le territoire des Iromo en Ituri était plus ou moins encore en sécurité relative. Mais le président a décidé de lever le niveau jusqu'à l'état de siège et d'inclure toute la province du Nord Kivu et toute la province de l'Ituri. On ne peut qu'appuyer, et nous l'avons appuyé, mais malheureusement, ça fait déjà 3 mois. Donc il y a eu d'abord les 30 jours qui lui étaient reconnus en tant qu'initiateur de l'état de siège, plus les prolongations que nous, au niveau de l'Assemblée, nous avons eu à opérer. 4 fois, ça fait 2 mois, donc ça nous donne à peu près 90 jours qui vont bientôt prendre fin. Et malheureusement, sincèrement, on peut vous dire que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que nous attendions. Les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que nous attendions, et c'est pour cela qu'au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée, lors de la dernière prorogation, nous avons bien fait comprendre au gouvernement, notamment la ministre en charge de la justice, que c'est la dernière fois que nous faisons une prorogation sans soit faire une évaluation, qu'on sente que réellement le gouvernement nous dise voici ce qui va, voici ce qui ne va pas, voilà pourquoi je sollicite encore une prorogation. Ou soit que nous-mêmes on voit des résultats, ou qu'on reçoit des feedbacks positifs de nos électeurs au niveau de la base. Parce que le problème, ce sont la population qui en même temps subit les massacres et subit l'état de siège et ne voit aucun changement positif selon les attentes. On peut dire qu'il y a eu certains groupes qui se sont rendus, oui, on entend des miliciens qui se rendent, mais si nous faisons le compte, la comptabilité, comme à Massissi et chez nous, on a eu à nous félicitons et toujours quand il y a des groupes armés qui décident de quitter la brousse, mais nous avons eu à dénoter une centaine de miliciens qui ont quitté la brousse. Mais avant cela, il y avait plus de 4000 qui avaient quitté la brousse, qui étaient mal cantonnés et qui sont rentrés en brousse. Donc sur les 4000, on a pu y récupérer que 100. Il reste encore 3900, c'est beaucoup. Et là, c'est l'échec d'un autre programme, dont on pourra peut-être en parler en détail, de la démobilisation, du DDR, dont le président a déjà pris une ordonnance, mais la nomination des acteurs ne sont pas là, n'est pas encore là, donc ce n'est pas encore opérationnel. Et le défaut que nous avons dans ce pays, c'est de faire toujours des choses, soit trop lentement, avec beaucoup de lenteur, et sans réellement mettre de l'attention. Il y a un manque on peut dire de sérieuxité. Okay. Pourquoi? Je vous donne un exemple. On envoie un ministre demander une prorogation de l'état d'urgence. Elle ne se donne même pas la peine d'écrire un nouveau texte. Elle nous ramène un texte qu'elle avait eu à utiliser pour la 3e demande. On ne fait que photocopier. Donc, ouais, c'est les copies-collées. Même pas copie-coller, je vous dis photocopier à la machine. Copie-coller, c'est qu'on prend quelque chose, on copie, donc tu copies et tu colles et tu réimprimes. Mais là, on a fait que photocopier l'ancien, donc on sort du tiroir, l'ancienne demande, on ne fait que photocopier. Avec toutes les tâches qu'on voit des photocopieuses qui est là. Et vous voyez, quand on doit voter une loi qui, c'est vrai, qui va amener la paix, qui doit amener la paix, mais qui apporte des privations en termes de droits civiques. Et qu'on voit la façon dont les personnes qui ont à gérer cela au niveau du gouvernement gèrent cela avec légèreté. C'est ce qui a vraiment énervé grand nombre de députés. Okay. C'est voir qu'il y a un manque de sérieuxité. Alors on aura 3 fois prorogé l'état de siège. Est-ce que vous n'avez pas eu quand même le temps de critiquer et dire peut-être ça n'a pas pu marcher dans ces armes ici, est-ce qu'il y a moyen de modifier avant de proroger? La première fois, nous avons eu à proroger parce que ça faisait... D'abord, il y avait les mises en place qui n'étaient pas encore toutes faites. C'est vrai, les gouverneurs étaient là, les administrateurs des territoires n'étaient pas encore là, et la logistique n'était pas encore suffisante. Et juste après, ça n'est pas là.
Et nous faisions confiance toujours à la bonne foi du gouvernement. Mais à ce niveau-ci, et avec les plaintes que nous voyons, non seulement de la part de la population, mais aussi également en voyant les dérives qui commencent à se montrer du jour au jour dans cet état de siège. Nous essayons de dire au gouvernement, c'est vrai, nous ne voyons pas encore de résultats, mais nous avons encore la bonne foi. C'est pourquoi on vous accorde une 4e pour que vous puissiez essayer de recadrer les choses, notamment en fournissant la logistique nécessaire aux FADC, parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas à la hauteur. Ou soit s'ils en ont, ce sont ces millions dont nous attendons qui ont été détournés ici à Kinshasa et ailleurs. Peut-être que c'est ça. Peut-être que le gouvernement avait mis les fonds à la disposition, mais qu'il y a eu des gens qui ont eu à détourner, et nous félicitons la justice militaire qui commence à attraper. Mais lorsque nous voyons les gouverneurs militaires qu'on a nommés au Nord Kivu, en Ituri, commencer à se transformer, on peut dire, en gouverneur économique, en instituant des petites taxes qui n'existent dans aucune nomenclature, en déviant, en allant à l'encontre des procédures de la douane. Vous amenez un camion qui devait être dédouané par la DGDA, vous l'amenez au bureau du territoire ou soit au gouvernorat pour être dédouané. Non, c'est pas cela. Il y a des services qui sont là, qui doivent continuer à fonctionner comme ils doivent le faire. Donc nous voulons que dans ces recadrages... avant d'abord de donner votre préoccupation, moi je veux savoir, puisque je rappelle ici que les députés, vous êtes l'émanation de la population. C'est plus que même le ministre. Vous êtes ici parce que c'est la population de Massissi, il y a d'autres, de Beni, de Rutshuru, qui vous ont voté, vous ont envoyé à Kinshasa pour venir plaider pour leur cause. Alors, lorsque vous constatez que les choses ne marchaient pas comme vous l'avez préconisé, qu'est-ce que maintenant vous faites pour que les choses rentrent à normal? Puisque je rappelle ici que vous étiez parmi les députés de l'Est qui demandait qu'il y ait l'état de siège, l'état d'urgence pour chercher la paix. Alors, lorsque, selon votre cahier de charge, ne corrobore pas avec ce qui se passe actuellement avec l'état de siège, qu'est-ce que vous faites pour changer les données? Les recommandations qu'on a, c'est celles-là. On ne peut pas dire qu'on arrête l'état de siège, comme ça, et après on fera quoi? Parce que si on arrête un état de siège sans qu'il y ait une solution, c'est que nous acceptons l'échec, c'est que nous acceptons la continuation. Mais je pense que nous, on a confiance que l'état de siège, si elle est gérée, s'il y a un recadrage, l'état de siège peut nous apporter les solutions que nous attendons. Et malheureusement, jusqu'à présent, on ne voit pas les opérations à la hauteur de l'état de siège. C'est vrai, à l'époque aussi, il y avait des opérations. Et on peut toujours continuer à mener des opérations sans état de siège. Ça, on ne refuse pas. Mais l'état de siège est là pour essayer d'accélérer les choses. D'accélérer, faire en sorte, un problème qu'on devait peut-être faire avec ça, une année, 2 ans, on peut les terminer en un mois en concentrant tous les efforts. Donc nous soutenons l'état de siège, mais nous demandons un recadrage de cet état de siège. Entre autres, comme quoi? Entre autres, d'abord, c'est concentrer les efforts dans les zones chaudes. Il y a 2 zones chaudes qui sont les territoires de Beni, au niveau de la province du Nord Kivu, et les territoires de Irumu, dans la province de l'Ituri. C'est vrai, il y a d'autres territoires, là où il y a aussi des morts, où il y a aussi des groupes armés. Chez nous, à Massissi, il y en a. Pas plus tard qu'hier, il y a eu une élève qui s'est fait tuer. Aujourd'hui même, j'apprends qu'il y a eu encore des morts au niveau des Djougou, en Ituri. 6 morts. C'est vrai. Mais il y a une différence en termes de degré d'atrocité. Pour ce qui est de Beni, c'est quelque chose que nous devons essayer de terminer au plus tôt. Parce que quand on est dans les autres territoires comme à Massissi, il n'y a pratiquement plus de militaires. Pourquoi? Tous les effectifs sont partis à Beni. Donc il faudrait qu'on puisse terminer Beni pour pouvoir se concentrer sur les autres territoires. D'abord, premier point, qu'on puisse se concentrer sur Beni et Irumu. En termes de logistique, on augmente les effectifs, on augmente. Autre chose, remettre en place aussi les autorités civiles, les institutions politiques et toutes les autorités au niveau des provinces. Pourquoi? Parce qu'à part la guerre, mais la population a besoin de vivre. Quelqu'un qui est à Goma, qui est à Walikale, qui n'est pas
en quelque sorte dans la zone rouge, concerné directement, a besoin de continuer à mener sa vie. La province aussi a des projets de développement. Les gens, ils chantent la ville de Goma qui s'embellit du jour au jour. Mais c'était des initiatives faites par le gouvernement provincial. Effectivement. Il n'y avait aucun appui du gouvernement national. Honorable, donc on a besoin des autorités civiles qu'elles puissent continuer le programme de développement. Tantôt vous avez parlé il y a certains groupes armés qui se rendent déjà. Est-ce que ce n'est pas de poudre de perlimpinpin, puisqu'on avait vu à l'époque des Kabila, également les groupes armés qui se rendaient, entre-temps il y a d'autres qui naissent. Est-ce que ce n'est pas du tâtonnement ou ce n'est pas de sur-place? La problématique des groupes armés, je pense qu'on n'a pas encore eu le temps d'y aller suffisamment. C'est une problématique qui est suffisamment complexe, qu'on ne peut pas résoudre d'abord par juste une pression militaire, parce que ça a été tenté, ça n'a pas été fait. Aussi, autre chose, on n'a pas suffisamment de militaires pour occuper toute l'étendue de la République. L'Est, seulement, on n'a pas de militaires. Et ces groupes armés ne profitent que de l'absence des militaires. Aucun groupe armé local n'est en mesure de faire face aux FARDC. Ils ne profitent que de l'absence des FARDC. Or, jusqu'à présent, les FARDC n'ont pas l'effectif pour aller partout. Les rendus qui se rendent actuellement, ce sont des gens qui se rendent juste à la bonne volonté, soit au message de l'état de siège. Ils ont eu une crainte, ils commencent à se rendre, mais s'ils ne voient rien en termes de prise en charge, s'ils ne voient rien en termes d'opération réelle, ils risquent encore de retourner en poste. On sera obligé de changer le sujet, mais quand même c'est très important le sujet de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Avant de passer au sujet, j'aimerais d'abord poser une question. Il y avait un groupe de jeunes qui demandait qu'il y ait un forum où le leader politique on parlait pour trouver la solution. Et là, consécutivement également, c'est que votre président de la Chambre basse avait dit, Mbosso Koudia avait dit que quittez les groupes armés, vous les députés, vous les notables, est-ce que vous ne trouvez pas fondé le démarche de la population de jeunes que vous mettez sur une table pour parler de vérité? En ce qui concerne l'insécurité dans l'Est, c'est plus que, entre autres, on vous accuse parfois d'être en connivence avec ce qui se passe dans l'Est. Et d'ailleurs, vous le savez, il y avait un député provincial du Nord Kivu qui était parmi les gens qui ravitaillaient les groupes armés. Bon, ce qu'il il faut savoir, Mbosso, quand il a dit cela, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire qu'il a menti. Il a tout à fait raison. Okay. Peut-être c'est un problème de généralisation. Mais les gens qui sont impliqués dans ces conflits au niveau de l'Est, ce ne sont pas seulement les gens de l'Est. Je pense qu'on a eu même à interpeller des commerçants d'ici à Kinshasa qui envoient des armes là-bas. On a eu à arrêter tous les militaires qu'on a arrêtés, qu'on a amenés ici. Il n'y a aucun de l'Est. Tous sont soit de l'Ouest ou d'ailleurs. C'est vrai, il y a des gens de l'Est qui sont là. Et l'une des raisons qu'on a eu à voter, que moi personnellement j'ai eu à demander, c'est à soutenir l'état de siège, c'est le fait que justement il n'y ait plus de couverture, plus d'immunité pour les politiciens, qu'il n'y ait plus des pressions qui entravent la justice de faire son travail. Parce que, pour votre information, les données sont là. La justice a les informations. Les services de sécurité et de renseignement ont des dossiers sur tout le monde qui sont impliqués. Ils les connaissent. Alors, à part les militaires, ils ont aussi des politiciens qui connaissent très bien, des commerçants, des religieux, des chefs coutumiers, mais ils n'agissent pas. Pourquoi? Alors c'est l'occasion avec un état de siège qu'ils agissent. On n'a pas besoin d'attendre des institutions qui se plaignent en disant non, il y a des gens qui sont impliqués dans les groupes armés, mais vous ne faites rien pour les arrêter. Arrêtez-le. Alors maintenant, est-ce que vous trouvez que c'est fondé, qu'il y ait un forum où vous allez vous dire des vérités en face? Là, c'est national. Les vérités, c'est vrai, on peut parler des vérités, mais il faut aller dans les causes profondes. Effectivement. Et les causes profondes de l'insécurité, à l'Est, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a un problème de surpopulation. Vous voyez, quand il y a des gens qui sont concentrés dans un seul endroit, les ressources pour leur survie ne suffisent plus. Ils commencent à se chamailler entre eux. C'est un problème d'abord de densité de surpopulation. Vous savez que la province du Nord Kivu est seule. C'est la deuxième province la plus peuplée après la ville de Kinshasa. Et à elle seule, elle compte les 4 territoires les plus peuplés de toute la RDC.
Vous commencez par Lubero, Beni, Massissi et Rutshuru. Et après vient justement la province de l'Ituri. Il y a un problème en fait de surpopulation qui est là et la lutte pour l'accès aux ressources, aux terres pour y cultiver et autres choses. Il y a des ministères qui s'appellent de l'aménagement du territoire. Ils peuvent y s'y pencher. Ça, ce sont les causes profondes. Un autre, c'est un problème soit de contestation de la nationalité. Les gens peuvent y contester la nationalité des uns ou des autres, mais il faut savoir que nous tous les Congolais, nous sommes devenus Congolais le même jour. C'est le 30 juin 1960. Il n'y a personne qui est devenu Congolais avant l'autre. Là, c'est une question qu'il faut aussi essayer d'en parler. Également, c'est une question qui fait fâcher également. Non, c'est une question qui fait fâcher. Je crois on va y revenir. Continuez. Et surtout, d'ailleurs, je permets également de vous poser la question de savoir maintenant quelles sont les pistes de solutions selon Safari Ayou Bangira. Les pistes de solutions, il faut que le gouvernement soit responsable. Okay. Comme chez nous à Massissi, je peux vous dire que les grandes causes de tous ces problèmes, la raison de naître de tous ces groupes armés, c'est d'abord un problème foncier. Okay. Et le premier responsable, c'est l'État, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui vient, qui prend des terres. C'est vrai, les sols et les sous-sols appartiennent au gouvernement, à l'État. Mais toi, en tant que gouvernement, tu dois te comporter comme un parent de tout le monde. Tu avais une plantation dans laquelle il y avait plus de 10 000 paysans qui travaillaient. Et le lendemain, quelqu'un vient ici à Kinshasa, il achète les titres et il donne à un individu des hectares et des hectares, et cet individu ne va employer que 5 bergers. Maintenant, les 9 995, ils iront où? Est-ce qu'ils vont accepter de mourir de faim? Non. Et voilà comment le gouvernement, par de mauvais actes, contribue justement à la naissance de ces groupes armés. Donc le premier responsable, le gouvernement doit être responsable et gérer les problèmes de fond. Ces problèmes fonciers relèvent du gouvernement. C'est des problèmes hautement sensibles. Ces problèmes de contestation des nationalités relèvent du gouvernement. C'est un problème aussi hautement sensible. Donc, question de la terre continue toujours à causer problème. Il faut que les gouvernements s'y pensent, également réfléchir pour trouver des solutions. Maintenant, au cœur de la société, c'est toujours avec vous, honorable Safari Ayou Bangira. Avec lui, maintenant, on va parler question de la CENI. Il est également membre du Front commun pour le Congo. Il n'a pas encore quitté pour aller de votre bord. Je suis à l'Union sacrée. Vous êtes à l'Union sacrée? Oui, oui. Ah, ok, d'accord. Maintenant, alors, parlons de la CENI. Aujourd'hui, question qui fâche, déjà les prélats, ils étaient dans l'impossibilité, même parlons de l'incapacité, impossibilité de désigner leur candidat président de la CENI. Et entre autres, le Front commun pour les Congo et la MUCA refusent de donner les leurs. Alors, quelle façon on pourra faire actuellement pour quitter cette problématique qui risque de jeter derrière les jalons au boycott des élections de 2023. Tout d'abord, il faut savoir que chaque chose est régie par des lois, par des règles. Alors, il faut soit que ces règles, on puisse s'y conformer totalement, ou si elles ne nous plaisent pas, qu'on se dise réellement qu'on a besoin de les modifier. Mais on ne peut pas jouer en même temps, utiliser les mêmes règles et essayer encore de dévier. Ça, j'ai parlé spécialement. Si on commence le processus même à l'époque de Ronsard de Malonda. Ronsard Malonda avait été élu par les 6 confessions. Les 6 confessions. Ouais. La CENCO et SCC ont eu à refuser. La même chose qui se passe encore aujourd'hui. Et donc, il y a en fait un problème. Mais les règles sont telles qu'elles sont. S'ils n'arrivent pas à l'unanimité, il faudrait qu'ils puissent procéder au vote. Ça, c'est la règle. Et c'est une règle qui est connue de tous. Ce n'est pas dire que c'est quelque chose qu'on a inventé aujourd'hui. Il faut aussi savoir une chose, c'est que la plupart de ceux qui peuvent y contester ou qui peuvent appuyer, c'est une institution, bien qu'on l'appelle indépendante, c'est l'une des institutions la plus hautement politique. Vu qu'il y a des gens dans le bureau de la CENI qui sont justement envoyés par les composantes politiques. Soit on arrive à la dépolitisation en totalité de la CENI, qu'on arrive à la dépolitisation réelle, mais pas une dépolitisation des façades. Soit qu'on assume cette politisation, s'il y a des règles à
corriger ou à adapter. Il y a nos amis, les représentants de la CENCO et SCC, qui selon leur terme de représentativité, qu'ils ont plus de 80% des croyants de ces pays, ne se sentent pas comment est-ce que une petite église qui n'a peut-être pas autant d'effectifs que l'une de leurs paroisses puisse avoir les mêmes droits en termes de voix. Mais ça, c'est la loi. C'est la loi. Ils ont accepté cette loi. Donc, soit ils la modifient, mais s'ils ne la modifient pas, on l'applique. Bon, parlons des politisations de la CENI. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est mieux pour que nous ayons des élections apaisées? Mais la dépolitisation de la CENI, ce n'est pas dire on va amener des gens de la société civile. Parce que la société civile, ici au Congo et ailleurs, hein, pas seulement ici, mais pratiquement et partout en Afrique, elle est aussi politisée. Soit elle se rapproche du pouvoir, soit elle se rapproche de l'opposition. Ce n'est pas dire que quelqu'un qui s'est dit opposant est apolitique. Non, il est politique, mais de l'opposition. Donc, si on veut réellement aller à la dépolitisation, si on veut réellement aller à la neutralité, il y a moyen même de faire appel à des ressources extérieures, étrangères, internationales. Il y a des cas où des pays ont eu à faire appel, pas seulement à des observateurs comme observateurs, mais comme aussi organisateurs des élections. Des projets comme le PNUD, ils financent ce genre de choses-là. Je pense que l'un même des candidats, Kadima, a eu à superviser les élections au Soudan, en état congolais. Pourquoi nous aussi on n'amène pas un Namibien, on n'amène pas un Tunisien? Un appel d'offres, les PNUD de la MONUSCO nous cherchent un candidat, parce qu'ici au Congo, on ne trouvera jamais un Congolais neutre. Parce que même le président de la CENI devra aller au vote, il devra aller prendre une carte d'électeur et le jour de vote, il devra voter. Mais il va voter pour qui? Pour les candidats qu'il soutient. Comment est-ce que quelqu'un peut les soutenir seulement le jour du vote, mais avant le vote, il peut dire qu'il ne va pas les... Non, soyons réalistes. C'est très pertinent. Alors, maintenant ma question est de savoir, est-ce que vous partagez le point de vue de la MOUCA et de CC, de demander qu'il y ait consensus autour de la construction de la CENI? Non, moi je suis pour une chose, je ne veux pas qu'il y ait des retards au niveau des élections. Okay. Vaut toujours mieux avoir des élections, peut-être pas aussi parfaites, parce qu'on ne peut pas avoir des élections parfaites à 100%, okay, que de ne pas en avoir. Et non seulement ces élections aussi, mais moi je vais y aller plus loin. Moi je veux qu'on puisse d'abord aussi organiser les élections locales. Donc tout ce qui va aller à l'encontre, dans le sens de retarder les élections, je ne peux pas appuyer. Okay. Cette dépolitisation, on peut y penser, y réfléchir, peut-être pour la prochaine fois. 2023, c'est dans quelques jours, ce n'est pas encore loin. Avant qu'on arrive aux élections, il y a tout un travail qui doit être fait. Nous sommes déjà en retard de 2 années. Okay. Il faut alors qu'on puisse accélérer. Vous parlez que vous êtes d'accord pour ne pas retarder les élections. Alors je pose la question, maintenant pourquoi aller très vite aux élections pour ne pas bien faire ces élections-là, au moment où il y a moyen de rectifier les tirs et nous permettre d'avoir, même comme on ne peut pas avoir à 100%, même à 80%. Non, mais il faut qu'on s'entende. Il ne faut pas qu'on perde du temps pour rien. Okay. On va dire dépolitisation, oui, on va essayer de prendre une pause et de chercher. Mais après, en fait de compte, on se rend compte qu'on n'a pas pu arriver au processus de la dépolitisation effective. On aura perdu du temps. La même chose avec ce qui s'est passé. Pour ce qui est du référendum, les recensements qui devaient se faire en 2015 ou en 2015. Oui, les gens se sont révoltés. En disant non, à cause de ces recensements, il y aura un retard au niveau des élections. Mais finalement, il y a eu un glissement et il n'y a pas eu de recensement. Donc, ce qu'on voulait éviter, on l'a obtenu. Et ce qu'on voulait avoir, on ne l'a pas obtenu. Donc, il ne faut pas essayer de nous amener dans des situations où on perd tout. C'est pour ça que moi j'ai dit, vaut mieux des élections, okay, qu'on peut ne pas juger la plus parfaite, mais il y a tout un système d'observateurs, de témoins et autres choses qui nous permet au moins que chaque candidat a la possibilité de contrôler n'office qu'une partie de ces processus. Que de dire non, on retarde d'abord, sans avoir des garanties réellement sur ce qui va être fait.
C'est pour ça moi je soutiens qu'il y ait élection, que ces dossiers de la dépolitisation, qu'on puisse y aller en profondeur et peut-être y renvoyer ça au tour prochain. Est-ce que la faute ne vous revient pas à vous, le député, de ne pas traiter certaines questions dans le fond? Vous êtes superficiel. Parlons des recensements et d'autres lois qui fâchent aujourd'hui. On va parler d'autres lois. C'est que nous faisons au niveau des députés, au niveau de l'Assemblée, nous sommes un corps législatif. Okay. Ce sont les lois. Okay. Mais l'exécution, c'est le gouvernement. Pour ce qui est des recensements, toutes les lois en rapport avec les recensements sont là. Toutes les lois sont là. Ce n'est pas à nous encore d'aller procéder au recensement. Mais c'est quelque chose qu'on devrait, comme tu le dis, des fois, nous perdons du temps dans des choses, dans des futilités. Après, les sujets chauds, costauds, viennent à la fin. Quand on va nous parler du recensement à 3 mois des élections, ça sera alors un problème. On a eu 5 ans d'y penser. Honorable, vous légiférez les lois, mais aussi vous contrôlez. Alors, lorsque vous constatez que lors de l'exécution il y a lenteur, pourquoi ne pas convoquer celui qui est chargé pour savoir le pourquoi? Oui, le contrôle parlementaire, je peux vous informer qu'au niveau des députés, okay, en tant qu'élus, individuellement ou collectivement, ils ont eu à mener plusieurs démarches. Des questions écrites, des questions orales, des interpellations, mais toutes n'aboutissent pas. Je peux dire même une grande majorité n'aboutissent pas. Et c'est là pourquoi, parce que même au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée, il y a le bureau qui a quand même un pouvoir, qu'on peut dire, exorbitant dans la décision de faire avancer ou pas une procédure. Donc aujourd'hui, moi j'ai eu à écrire plus de 5 questions écrites, je n'ai jamais eu une réponse. Donc on peut aucune réponse. Donc on peut il y a sur la question de la taxe RAM. Okay. J'avais écrit une question écrite depuis l'année est passée. Okay. Il n'y a pas eu de suite. Maintenant il y a un collègue qui a fait une question orale. Il n'y a pas de suite. Okay. On va maintenant faire aussi une interpellation, une motion contre les ministres. Mais le bureau qui a tendance à bloquer beaucoup des initiatives, c'est l'une des causes qui a fait en sorte que les bureaux de Mabunda puissent chuter. Parce que quand les députés se retrouvent que leurs initiatives sont bloquées, au niveau des électeurs, de la population, on peut dire non, les députés ne font pas de travail. Et nous ne pouvons pas continuer à assumer les décisions politiques des membres du bureau, que ce sont des députés comme nous que nous avons mis là-bas. Je vous informe qu'à cause qu'on a refusé de répondre à ma question écrite, qui n'était qu'une question écrite, à cause du fait de ne pas donner suite à la question orale de Mounoubo, maintenant il y aura une interpellation, il y aura une motion. Donc, c'est-à-dire, Mabunda est parti, Mbosso est là, c'était seulement de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, puisqu'il n'y a pas de changement. Je rappelle également, il y avait question orale de votre collègue Kassekwa Degoma, qui concerne l'OVG. Ouais. Il n'y avait pas toujours la suite. Et Volcan était là, mais aujourd'hui toujours impayé. Alors, maintenant, pourquoi il n'y a pas motion? Alors, c'est un grand problème qu'on a ici. On a tendance à remettre les débats sur les personnes. On a tendance à personnifier, que ce soit une réussite ou un échec, surtout l'échec. On a tendance à les porter sous le nom d'une personne. Pourtant, c'est un problème au niveau de nos textes. Ce sont des textes que je pense qu'il faut essayer toujours de remodifier, de faire en sorte qu'on puisse arriver à un moment où on a ce qu'on appelle des institutions fortes et non des hommes forts. Mabunda est parti, c'est vrai. Est-ce que c'était un problème de Mabunda en tant que personne? Je ne sais pas. Parce qu'on a tendance à voir la même chose avec le nouveau bureau. Beaucoup d'initiatives sont étouffées. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce pouvoir-là. Donc les textes ne sont pas adaptés pour permettre justement un déroulement harmonieux du travail des députés. Et ça on risque toujours de dire on enlève Bosso, on amène quelqu'un d'autre, ça va être la même chose. Donc en vous écoutant, vous épousez les propos de Muzito qui dit il ne faut pas combattre les individus mais plutôt le système. Non, ce n'est pas seulement des Muzito, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Oui, on a besoin des institutions fortes au lieu des hommes forts. Effectivement. Alors, on va passer au troisième sujet, c'est la loi portant une modification sur la loi des nationalités, appelée abusivement la loi sur la congolité de Noël Tchani.
est parrainé par Tsingi Pouloulou et que le membre de l'Assemblée pour la République de Moïse Katumbi y croit que cette loi, cette proposition est personnelle. Vous partagez cet avis? Quel avis? De dire que cette proposition est personnalisée. C'est pour écarter Moïse Katumbi aux prochaines élections. Non, moi je peux juste y répondre de manière générale. Okay. Cette loi n'est pas propice pour le moment. Pourquoi? Nous, spécialement qui venons de l'Est, nous savons qu'est-ce que c'est quand on commence à contester ta nationalité. C'est un cancer parmi les causes de l'insécurité qu'il y a à l'Est, c'est ces problèmes de contestation de la nationalité. Certains qui peuvent s'estimer ayant droit par rapport aux autres, ça c'est alors un problème. Alors ce cancer qui est au niveau de l'Est, il ne faut pas qu'on puisse l'étendre à toute la République. Et c'est le risque qu'on a dans cette loi. Il y a moyen d'aboutir aux objectifs. S'il y a des objectifs nobles dans cette loi, on veut par patriotisme protéger les intérêts suprêmes de la République. Il y a moyen d'y aboutir par d'autres choses. Pourquoi? Parce que si on prend l'essence même de cette loi, s'attaquer au réseau ou la façon dont une personne est née. Est-ce que toi tu as décidé de naître de telle façon, de telle façon? Est-ce que tu peux choisir de modifier aujourd'hui? On dit non, voici un critère pour être engagé à la télévision. Il faut être né, je ne sais pas où, bon, disons de chez nous à Massissi. Je sais que tu n'es pas de Massissi. Mais tu es le plus compétent. Et tu trouves quel critère il faut être né à Massissi? Est-ce que tu vas retourner dans le ventre de ta mère, chercher notre mère qui est de Massissi pour naître, pour venir? Non. Il faut qu'on puisse, si on doit condamner quelqu'un ou astreindre quelqu'un, il faut qu'il soit responsable de cet acte-là. Et pour la naissance, personne n'est responsable de cet acte. Mais pour la traîtrise, pour le patriotisme, il y a moyen de le démontrer. Et de le prouver que celui-ci est patriote, celui-ci n'est pas. Un autre exemple, on amène cette loi, on donne des exemples en disant non, on peut soit amener, vous allez voir qu'un Rwandais peut être président. Exemple, prenons un cas qu'on peut dire flagrant. Laurent Kunda. Et Laurent Kunda est congolais de père et de mère. Laurent Kunda est congolais de père et de mère. Kunda Batoa? Oui. C'est le gars tué à oui. Non seulement congolais de père et de mère, mais il est d'une famille de chefs coutumiers de là-bas. Vous voyez, lui aura droit d'être président. Mais Mamadou Ndala, qui l'a combattu, qui a protégé ce pays, parce que son père, ou je ne sais pas qui, n'est pas congolais, vous allez dire, vous allez les laisser pour prendre Laurent Kunda. Donc, qui a démontré qu'il a plus l'amour de ce pays. Donc, soyons réalistes, il y a moyen, dans ce cas-là, de départager, savoir que non, telle personne a posé un acte qui montre son patriotisme. Telle personne a posé un acte qui montre qu'il est antipatriotique. Attention, donc il faut essayer de voir. Et aussi, autre chose, je l'ai dit toujours, nous sommes devenus Congolais les mêmes jours, nous tous. C'est le 30 juin 1960. Non, mais, le 30 juin 1960. Non, je suis d'accord. Et avant cela, nous étions tous des Belges. Et avant les Belges, quelqu'un était, je sais pas, il était Congo, tu étais Lokele, tu étais Nande, tu étais Mba. Bon. Essayons de voter des choses qui ne sont pas de nature d'abord à créer des problèmes et qui ne répondent pas aux vrais problèmes. Au contraire, en créer d'autres. Et sur ces points, nous allons faire des propositions concrètes d'ici la semaine prochaine. Vous serez informés. Parce que l'objectif, peut-être qu'on peut faire attendre à la population, c'est de s'assurer que les personnes qui occupent ces postes ont réellement ce souci de défendre le pays. Il y a moyen d'apporter cela avec des critères objectifs et non des critères qui sont un petit peu faux comme ça. Malheureusement, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais seulement j'ai une dernière question sur, pendant que nous allons m'autoriser, c'est de savoir, dans d'autres pays, il y a toujours des verrouillages de postes de responsabilité, la présidente de la République, donc oui, dans d'autres pays, mais comme on dit, comparaison n'est pas raison, ça c'est d'abord une chose. On va dire dans d'autres pays comme, je ne sais pas qui, les États-Unis. Là, il faut être né, il faut être né sur place. Oui. Il y a beaucoup de gens qui comprennent alors cela. Nous aurons aussi des Tanzaniens qui sont nés ici. Non, mais nous aurons des Burundais qui sont nés ici. Mais là, c'est la proposition. C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer aveuglément. Okay.
et aussi savoir que ce pays vient d'où. Nous sommes un pays qui venons quand même d'une période de conflit. Un pays qui avait été divisé, un pays dans lequel actuellement nous sommes en train de revoir la remontée du tribalisme. Lorsqu'il y a juste une nomination, on commence à chercher celui-ci et tout. Ah, mais ces réflexes que nous avons encore, nous voulons encore ramener d'autres choses. Parce qu'après des Congolais, des pères, des mères, on va essayer de chercher qui est Kinois des pères, des mères, qui est Kassaïen des pères, des mères. Ah, qui sera alors Massicien des pères, des mères. Vous voyez donc, essayons de résoudre les vrais problèmes en posant les vraies questions, on aura des vraies solutions. Mais si on cherche à masquer, non, ça ne peut pas aller. Malheureusement, c'est vous, le député, qui vote les lois, et nous, on ne fait que subir ce que vous avez fait. Nous sommes à la fin de notre mission au cœur de la société, mais j'aimerais que vous regardez votre caméra et parlez et signez votre passage à notre mission au cœur de la société. Je suis très content d'être aujourd'hui à l'émission parce que ça nous donne un temps d'expliquer suffisamment certains sujets. Nous avons abordé plusieurs points qui sont suffisamment importants. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir pour aborder chaque point spécifiquement, notamment concernant ce qui est de la loi de la Congolité, la soi-disant loi de la Congolité, sur laquelle j'aurai à réagir, sur les problèmes de l'état des sièges et de l'insécurité au niveau de l'Est. C'est aussi un grand problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin de construire un pays fort. On a besoin de doter des institutions. Et essayons de dépersonnifier tout ce qui est politique, mais essayons de mettre ensemble, nous tous construisons et renforçons la cohésion nationale. Merci beaucoup, honorable Safari Ayo Bangira, d'avoir passé chez nous. Et je vous dis, nos portes sont ouvertes pour vous. Et quand vous sentez prêt pour venir parler d'un sujet quelconque, nous on est là. Notre travail, c'est pour informer et édifier la population et surtout à ce qui concerne l'avancement de notre pays. Et c'est la fin de cette émission, messieurs et dames. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur votre chaîne car au cœur de la société, va continuer toujours à vous donner certains sujets qui fâchent et aussi pour vous permettre à être en actualité et aussi savoir ce qui se passe au hémicycle du Palais du Peuple et pourquoi pas dans d'autres institutions de notre pays. Bonsoir et au revoir.